Il y a ceux pour qui c'est un cauchemar, d'autres une nécessité, ceux pour qui c'est une véritable passion. Ce soir, à Enjeu, lire un peu, beaucoup, passionnément. Mon but premier, c'était lire pour le plaisir. Ce qu'on a constaté, c'est que certains étudiants ont du mal à bien saisir une question. On apprend à penser pour mieux écrire, et à partir du fait qu'on écrit mieux, on pense mieux. Chaque année, je lis. Le message que je reçois du livre, il n'est pas pareil. Lire un peu, beaucoup, passionnément. Je pourrais aussi vous dire, penser un peu, beaucoup, passionnément. Notre sujet ce soir, ce n'est pas celui des analphabètes, mais bien plutôt de personnes qui normalement devraient savoir lire, mais qui ne comprennent pas toujours ce qu'elles lisent. Ça touche 43% des Québécois adultes. Je dis bien adultes. Vous recevez un mot à la maison d'un enseignant qui vous décrit le comportement de votre enfant à l'école. Comprenez-vous ce mot? 1 million de Québécois en sont incapables. Vous recevez une lettre d'un avocat, d'un comptable, du ministère du Revenu. Pouvez-vous la déchiffrer? 2 millions de Québécois en sont incapables. Imaginez l'impact d'une telle situation sur une société. Lire et comprendre ce qu'on dit, ça permet de développer la pensée, ça favorise l'imagination, le rêve. Ce problème de la lecture existe même dans des lieux de haut savoir, dans nos universités. Ces étudiants de l'École des hautes études commerciales sont aujourd'hui reçus bacheliers en administration des affaires. Pour obtenir le précieux diplôme, il leur a fallu, au préalable, réussir l'épreuve de français imposée par l'université. 20% de ces étudiants avaient échoué l'examen à leur arrivée au HEC en 1989. Cette année, 35% des étudiants de première année ont raté l'épreuve de français, plus qu'en 1989, mais beaucoup moins que dans plusieurs autres facultés universitaires. Si l'élite de demain a des problèmes avec l'orthographe et la grammaire, elle en a aussi avec les concepts et la compréhension de texte. Ce n'était pas tellement l'aspect grammatical qui était dramatique, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Il y a des lacunes, il y a des étudiants qui ont du mal. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que certains étudiants ont du mal à bien saisir une question, par exemple. Au HEC, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Les étudiants qui échouent le test de français sont obligés de suivre, à leurs frais, un cours de rattrapage de 10 semaines avant de se présenter de nouveau à l'examen. Souvent, ça nous aide à comprendre la nature, à bien cerner la nature ou la fonction d'un mot et de savoir comment il s'écrit. La première période de cours de 3 heures porte sur l'habileté à cerner le sujet d'une question. On peut penser que leur inaptitude, par exemple, à lire une question, à comprendre ce qui leur est demandé, à structurer une réponse qui adéquatement apporte des éléments d'information à ce qui était demandé, on peut penser que cette inhabileté ne permet pas à un étudiant de poursuivre des études universitaires. Depuis la mise en place au HEC d'une politique rigoureuse de la qualité de la communication il y a 3 ans, le quart des étudiants qui ont échoué l'examen de français ont abandonné leurs études, et ce, dès la première année universitaire. La langue, c'est le véhicule de la pensée dans toutes les matières. Donc, sans cette pleine maîtrise de la langue, on ne peut pas véritablement cheminer à l'université. Je trouve que c'est dommage parce que c'est nous qui payons encore pour des lacunes qui se sont passées il y a peut-être des années, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve avec des lacunes qui auraient dû être corrigées plus tôt. Quand on leur dit, écoutez, le premier motif de rejet d'une candidature à un premier poste au travail, ce n'est plus le manque d'expérience. Jusqu'à présent, c'était le cas. On disait comme prétexte à 56% que c'était le manque d'expérience. Maintenant, incapacité à s'exprimer.
dans sa langue et dans une autre langue, dans l'anglais. C'est essentiel et pour les points et pour même plus tard, si tu veux remettre des rapports, si tu veux remettre plein de choses, il faut absolument bien maîtriser la langue. Au Québec, on peut terminer l'école secondaire et ne pas savoir lire. Nous entendons. Ici, à la boîte à lettres de Longueuil, on tente de réapprendre à lire à ces analphabètes scolarisés qui ont entre 16 et 30 ans. Ils vont lire un texte, ils peuvent lire un texte clair et ne pas comprendre nécessairement ce qu'ils viennent de lire. Et on met toute notre énergie à lire les mots quand on les comprend pas nécessairement. On perd du sens. Les prêts personnels. Rodney Perron a 22 ans. Quand il a quitté l'école à 16 ans, il était incapable de comprendre ce qu'il lisait. Encore aujourd'hui, c'est loin d'être facile. J'ai pas confiance en moi quand je lis, puis ça me frustre. Je vais lire un paragraphe de, mettons, 10 lignes. Maintenant, ces 10 lignes-là, je vais me souvenir peut-être juste la moitié de ce que j'ai lu. Je suis obligé de reprendre pour comprendre vraiment qu'est-ce que ça voulait dire à la fin, le terme de qu'est-ce qui est écrit, là. Ces jeunes savent que s'ils ne se prennent pas en main, leur avenir sera très limité. Non seulement au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Comment affronter, par exemple, les appareils téléphoniques publics avec affichage, les guichets bancaires automatiques, le mode d'emploi d'un magnétoscope, quand on ne comprend pas ce qu'on lit? C'est beaucoup de difficultés. Mettons, je vais aller en voyage, mais lire les panneaux de signalisation, ça va bien quand tu roules à 110 km/h, mais tu peux pas mettre les breaks puis rouler à 50 puis commencer à lire la pancarte. T'sais. Le plus difficile, je pense, c'est de revenir s'asseoir sur des bancs et d'essayer encore, parce que c'est pas leur première tentative quand ils sont venus ici. Quand on a des dettes, ce n'est pas facile de les rembourser. Vos adolescents qui sont au secondaire, lisent-ils? Vous me répondez des bandes dessinées, ou si vous avez un peu plus de chance, vous me dites qu'ils lisent quelques romans policiers. Vos enfants écrivent-ils? Je pense ici à leur capacité d'énoncer, d'écrire clairement ce qu'ils pensent. Si votre enfant a l'avantage d'avoir un prof de littérature qui va au-delà des exigences du ministère de l'Éducation, qui dans ce domaine est très mou, il pourra peut-être comparer sa révolte d'adolescent à celle de Joseph Latour dans Un simple soldat de Dubé, ou encore à celle d'Antigone. Sinon, sa prochaine composition, ce sera de décrire en 500 mots les avantages du port de la ceinture de sécurité. Ce n'est pas le même effort, ce ne seront pas les mêmes résultats. Certaines écoles secondaires n'ont pas attendu les nouvelles directives du ministère de l'Éducation du Québec pour agir et réagir face à l'effritement de l'apprentissage du français dans les écoles. L'école secondaire Jeanne-Mance, en plein cœur du plateau Mont-Royal, compte 1400 élèves qui proviennent des milieux parmi les plus défavorisés de Montréal. Pourtant, les élèves de 5e secondaire s'y classent depuis quelques années parmi les meilleurs élèves lors des examens de français que le ministère impose chaque année. Ici, lire n'est pas une punition, c'est une institution. Depuis 5 ans, au début de chaque cours de français, les élèves sont obligés de lire pendant 10 minutes le livre de leur choix. On s'installe. C'est un effet calmant, la lecture. C'était pour des raisons de discipline au départ? Non, pas uniquement pour ça. Disons que mon but premier, c'était lire pour le plaisir. Lire au moins 10 minutes par jour, c'est l'obligation de se plonger dans une œuvre et le pari que l'élève s'éprendra d'une passion nouvelle. Lire dans le métro, dans l'autobus, lire dans sa chambre, lire les fins de semaine. Je ne dirais pas que tout le monde adore lire ce 10 minutes au début, mais à un moment donné, la piqûre est... Il y a leur piqûre. Puis si je coupe la lecture de 5 minutes, on me le dit, c'est pas juste, on n'a pas eu notre 10 minutes de lecture. Ils sont pas obligés de dire ce qu'ils ont lu de telle place à telle place cette journée-là. C'est pour le plaisir. Et tranquillement, tout le monde a son livre et tout le monde lit. Et ça devient naturel et automatique. Tout le monde prend son livre de lecture en début de période de français. Et maintenant, dans les autres niveaux, il n'y a plus de problème. La bibliothèque de l'école Jeanne-Mance est impliquée dans ce programme de lecture obligatoire.
Par des conseils adaptés à la personnalité de chaque élève, on cultive le goût de lire et non le dégoût de la lecture. Ben, les livres d'humour, science-fiction, mais pas trop. Des livres de science-fiction. Est-ce que c'est des histoires de princes charmants? Hein? Depuis le secondaire 1, ils nous font lire au début des cours, puis c'est comme ça nous donne le goût de lire. Quelque chose que ça va me tenter de vivre, des choses que je vois les personnages vivre ça, puis que je me dirais que j'aimerais être à leur place. C'est la seule place comme j'ai le temps de lire à l'école. Tu sais, parce qu'il y oblige, puis en même temps, ben là, je vais le lire, parce que chez nous, là, je lirais pas ça, tu sais. En général, je prends des livres qui se terminent bien à la fin. Ça, c'est important. Alors, vous allez lire la fin avant de commencer? Oui, je lis pour me reposer. Alors, s'il faut que je commence à pleurer sur ma ligne, c'est pas vraiment reposant. Faut que ça soit différent de ta vie, parce que sinon, c'est comme aussi bien se mettre à penser sur ta vie. Il faut que ça soit différent, dans un autre milieu que le tien. Dans les écoles secondaires, dans plusieurs bibliothèques, on se sert justement de la bibliothèque comme endroit pour garder les élèves indésirables qui sont sortis de cours. Dans la plupart des écoles secondaires, la bibliothèque est utilisée comme un lieu de pénitence. Ici, c'est un lieu de récompense. Il est important pour moi de ramener la bibliothèque à sa fonction normale, qui est de prêter des livres et faire aimer les livres aux jeunes. 5 ans après l'instauration de ce programme de lecture, ils sont nombreux les élèves qui ont développé le réflexe de lire. Au lieu de chahuter ceux qui ont terminé des exercices écrits ou des examens, s'empressent souvent de retourner à la lecture de leurs romans. Ouais, ça se dit pas, on dit élève, on est obligé de dire ça. Alors, donc, ici, le goût de la lecture engendre souvent celui de la langue et de la grammaire. Dans sa classe de français, Pierre Lemaire a ressorti de ses vieux tiroirs le précis de grammaire Grévis. Je vois qu'il y a des professeurs de français dans toute la province de Québec qui, clandestinement, ont ressorti ce matériel-là, même si ces manuels-là sont un peu vieux du point de vue du contenu, du point de vue pédagogique, ce sont des merveilles. Il se fait pas mieux. Il n'y a pas d'autre chose pour aider les jeunes à maîtriser leur langue pour ce qui est du programme de grammaire et ainsi les préparer à écrire. C'est à travers des textes soigneusement choisis que ces élèves apprennent les rudiments du bon usage de la langue et les subtilités de la grammaire. Pierre Lemaire croit que seules les œuvres stimulantes pourront faire progresser ses élèves vers une pensée claire et articulée. La langue, c'est d'abord un instrument de pensée. On apprend à penser pour mieux écrire, et à partir du fait qu'on écrit mieux, généralement, on pense mieux. C'est pour ça qu'il est important d'intégrer la littérature dans l'enseignement de la langue, parce que la littérature est un réservoir important d'idées, de personnages, de situations, et qui sont les idées de la vie, de la vraie vie. Dans la littérature, on parle d'amour, on parle d'amitié, de tendresse, de violence, de guerre. Alors, tous les sujets qu'il y a dans la réalité, on les trouve dans la littérature, mais on les trouve formulés, organisés à l'intérieur d'œuvres bien écrites. Dans la plupart des écoles secondaires du Québec, la littérature a pratiquement été évacuée de l'enseignement du français. Les élèves analysent des textes à partir d'articles de journaux ou de magazines, ou encore à partir d'extraits de romans, de pièces de théâtre, sortis du contexte de l'œuvre et de son auteur. C'est un détournement des œuvres. Parce qu'on prend les œuvres pour faire remarquer aux élèves qu'il y a un lien entre les chapitres. Qu'est-ce que je vous dis? On prend les œuvres pour leur faire remarquer qu'il y a un narrateur omnipuissant, omniprésent, un narrateur neutre ou des trucs comme ça. Je veux bien expliquer ça une fois dans l'année, mais je ne veux pas passer mon année sur des trucs comme ça. Ça n'a rien à faire dans les classes. On ne donne pas un cours de linguistique structurale à des élèves du 5e secondaire. On donne un cours de langue à partir de la littérature. Et on les fait écrire. Point. Bon, alors, celui-là ou les autres sont tous pareils. Je vous rappelle les exigences. Elles ne sont pas compliquées si vous me donnez une Développer réponse. le goût de lire, apprendre la grammaire, apprendre le français, apprendre surtout à penser et à faire des liens, le défi est de taille. Aujourd'hui, ces jeunes de 5e secondaire sont amenés à faire des comparaisons entre deux pièces de théâtre. L'une qu'ils ont vue, Antigone de Sophocle, l'autre qu'ils ont lue, Un simple soldat de Marcel Dubé. Antigone s'est révoltée, mais là aussi, je pense que c'est une révolte mature parce que c'est une bonne raison à quelque part. Puis elle aurait peut-être pas agi comme ça
ça aurait été autre chose, mais là, pour elle, c'était quelque chose d'important. Mais Joseph est révolté aussi contre la société entière, parce que il vit dans une société qui lui permet pas de s'exprimer comme il voudrait. Fait que lui, ben, il se révolte contre la société, il fait sa forte tête. Puis il s'aperçoit qu'il est comme son père, qu'il n'est pas grand-chose dans la vie, puis qu'il faut qu'il écoute ce que tout le monde dit, puis il faut qu'il se fasse piler sa tête pour réussir dans la vie. Remarquable. 88. Je fais lire souvent à Gaguc, bon, sauf quand je juge qu'à un moment donné, je veux changer, mais je prenais cet exemple-là parce qu'Agaguc, c'est un auteur qui est lu et qu'on fait lire souvent dans les écoles secondaires. Bon, c'est un roman cruel qui a des côtés violents, mais c'est extrêmement intéressant de discuter avec les élèves de l'évolution d'un macho, de comment le couple s'est formé, comment ils ont évolué. Et si lui bat sa femme, bon, c'est quand même des réalités qu'on voit aussi dans les journaux, mais vu à travers les yeux d'un grand romancier, il y a une dimension qu'on ne trouve pas dans le Journal de Montréal. On peut peut-être faire un lien aussi entre ce qu'on a vu là et vous autres. Gilles Thérien est un autre professeur de français qui, de sa propre initiative, a décidé d'aller bien au-delà des exigences minimales du ministère de l'Éducation. Professeur en 5e secondaire à la polyvalente Antoine de Saint-Exupéry, lui aussi a choisi d'initier ses élèves à la littérature. Est-ce que vous pensez qu'il y a des époques où les gens donnaient leur vie plus facilement pour leur pays, pour leurs amis? Oui? Peut-être qu'ils s'attachaient plus à des amis, mais tu sais, avant, que maintenant. Maintenant, c'est un ami, c'est secondaire, tu sais. On a beaucoup, c'est, tu sais, on s'attache. Moi, je pense que ça peut aider d'abord l'élève à se confronter avec des textes riches, alors qu'on a fonctionné pendant des années avec des textes pauvres. Je veux dire, un éditorial, c'est écrit rapidement, ça a souvent peu d'effets de style, et l'élève apprend à écrire à travers des textes qu'on lui fait lire aussi. Et un reportage, un éditorial. Bon, l'auteur a peut-être mis tous les efforts voulus. Je sais pas, moi, si je lis un texte de Lise Bissonnette, c'est bien écrit, mais je suis certain que si je fais lire un roman, j'ai plus de ressources stylistiques à faire apprendre aux élèves. Wendy, qu'est-ce que tu as lu? Le parfum de Patrick Suskind. Pourquoi j'ai trouvé ce livre-là spécial? C'est parce que au fur et à mesure que tu le lis, tu apprends à discerner les odeurs. Puis, bien, premièrement, c'est l'histoire d'un meurtrier qui tue. Puis que lui, c'est juste les odeurs qui l'intéressent. Chaque fois qu'il s'en va dans une direction, c'est parce qu'il y a une odeur nouvelle. Au fur et à mesure que tu le lis, tu as l'impression de sentir les odeurs. C'est super. C'est débile. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, je disais c'est extraordinaire, je vais pouvoir faire étudier ou lire tous les auteurs que je veux, puisqu'il n'y a rien qui est obligatoire. Mais on dirait que c'est une liberté qui tourne vite à rien, parce que chaque année, on est obligé de réinventer la roue. Alors, un élève qui n'a pas lu des auteurs l'année précédente, on est obligé de s'ajuster sur lui et non pas sur celui qui a le plus lu. Gilles Thérien trouve bien timides les efforts du gouvernement pour redresser le niveau de l'enseignement du français dans les écoles secondaires du Québec. Au lieu des 4 livres qui seront obligatoires partout ailleurs, dans sa classe, c'est 9 livres par année que les élèves doivent lire. 5 au choix des élèves, 4 imposés. Ce qui n'est pas facile dans un système où les élèves connaissent rarement les contraintes. Ils sont réfractaires à l'obligation. Je pense qu'il faut passer par-dessus ça. Il faut, comme je disais, malgré tout, leur imposer un certain nombre de livres et d'auteurs, puis être capable d'être assez fort pour les justifier. J'ai l'impression qu'on n'est pas assez, peut-être, responsable à ce niveau-là. Quand on aime quelque chose, on doit être capable de le défendre. Il y en a un qui est féminin, il y en a un qui est masculin. C'est toujours le masculin qui l'emporte. Oui, la vieille règle sexiste nous condamne encore à faire l'accord au masculin. Il faut que ça soit drôle, sympathique. Sauf qu'il y a des moments qui sont durs. Il faut expliquer que c'est pas une partie de plaisir. Que quand on est à l'école, on fait du temps, un peu comme à Bordeaux, je leur dis souvent, moi, il y a du temps à faire. La liberté, c'est après la 5e secondaire. Et entre-temps, quand on est là, il va y avoir des exercices qui sont onéreux, odieux, répétitifs. Il y a de la drill à faire, on va faire la drill parce qu'on a besoin de ça pour acquérir les réflexes qui vont nous permettre d'être libres après dans la vie, libres d'écrire rapidement sans être condamnés en permanence à utiliser toute une série de moyens secondaires pour pallier à nos difficultés. Le ministère de l'Éducation du Québec tarde à lever la barre de l'enseignement du français. Pendant ce temps, le nombre d'ignorants scolarisés qui sortent de nos écoles secondaires ne cesse de grossir. Incapables de décoder les idées, incapables de comprendre ce qu'ils lisent, ils sont déjà condamnés à un avenir truffé d'échecs. En sciences, en biologie, entre autres, il faut tenir compte
la façon qu'on pose des questions, parce qu'une question trop longue, c'est tout de suite une question échouée. Il faut que ça soit simple à ce point-là. Moi, ce que j'ai remarqué avec les années, je trouve que les étudiants ont plus de difficultés, certaines catégories d'étudiants ont plus de difficultés à comprendre le sens d'une question. Qu'est-ce que je vais faire, moi, puisque je parle des aliments? Je parle du squelette, qui est la charpente du corps humain. L'étudiant, peut-être la moitié de la classe, je ne sais pas ce que c'est qu'une charpente du corps humain, une structure. Ça peut être, très souvent, c'est des exemples. Alors, lorsque, à un moment donné, j'avais à parler, prendre un bain quotidien, tu sais, question d'hygiène, pour la peau et tout ça, bien, l'étudiant ne savait pas ce que ça voulait dire quotidien. Alors, dans ta question, tu as déjà un handicap à savoir que tu ne connais pas la signification des choix de réponse possibles. Organiser une pensée par écrit, c'est compliqué et ça exige un enseignement. C'est là qu'est la faiblesse à l'heure actuelle. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a des difficultés au niveau de la structure de la pensée, au niveau de la structure des phrases au collégial et à l'université, vient du fait que le programme de français au secondaire ne permet pas aux jeunes qui sont intelligentes et intelligents de roder cette capacité intellectuelle qu'elles ont et qu'ils ont tous. Je le vois, ils sont extraordinaires. Mais il faut exiger plus pour être capable de leur permettre d'accéder aux études supérieures. Je ne souhaitais qu'une chose, voyager, et je croyais que je serais un jour un grand poète. Moi, j'ai posé des questions dans un cours que je donne en activité littéraire dans l'école. Puis je me rendais compte qu'il y avait des gens qui connaissaient passablement de choses. Mais d'autres, par contre, c'était le vide total. Ces élèves-là sont tous rendus en secondaire 5. Quand je demandais qui est Anne Hébert et qu'on me disait elle s'est fait greffer le cœur et les poumons. Alors, c'était pas la même, hein? C'était pas Diane Hébert, c'était Anne Hébert. Mais moi, je me dis, c'est que ces élèves-là n'ont pas eu un minimum de contraintes de lecture en disant il faut les connaître. Je veux pas qu'on fasse l'histoire de la littérature superficiellement en parlant de Victor Hugo sans l'avoir lu. Je veux qu'on fasse lire des poèmes extraordinaires que cet auteur-là a écrits puis qu'on devrait connaître quand on sort finalement d'école secondaire. En théâtre, là, comment se fait qu'il y a un objectif théâtre en secondaire 4? Bien, un élève peut ne jamais avoir lu Molière puis passer. S'il n'est pas au programme Molière. Tremblay non plus, Dubé non plus. La porte que quelqu'un a refermée, la chaise où quelqu'un s'est assis, le chat que quelqu'un a caressé. Un cours organisé à un niveau national où il y a un corpus bien fait des étapes, comment on fait ça, qui nous donne quand même notre liberté de le faire passer comme on l'entend, mais il faut un programme national d'enseignement de la grammaire et de la syntaxe, avec en appui un programme de littérature qui nous permet de faire écrire les élèves tout le temps à partir du plus beau matériel qu'il n'y a pas, qui est la littérature. Des draps rouges dans un lit, un enfant dans sa mère dans les douleurs, le père dans le couloir dans la maison dans la ville dans la nuit, la mort dans un cri et l'enfant dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une toute petite histoire. Comment on apprend à aimer les livres. Quand j'avais 3, 4 ou 5 ans, quand j'étais tout petit, on me racontait des histoires. Puis souvent, on me disait, ben, c'est l'heure d'aller dormir. On va continuer l'histoire demain. Puis vous le savez, c'est long toute une journée avant de connaître la fin de l'histoire. À ce moment-là, j'avais hâte d'aller à l'école, d'apprendre à lire. C'est ce que j'ai fait. Et depuis que je sais lire maintenant, j'ai besoin de personne pour me lire des livres. Je peux apprendre toutes les histoires qu'il y a dans les livres. Et à Noël, un des plus beaux cadeaux qu'on peut me faire, c'est un livre. Parce que dans chaque livre, il y a une nouvelle histoire. Et c'est quand on a 3, 4 ou 5 ans qu'on apprend à aimer les livres. Il y a aussi autre chose. Quand on lit, c'est comme avec un ami. On n'est jamais tout seul. Comme tous les samedis, Françoise Fontaine et un groupe de bénévoles sont dans la rue avec leurs livres. Les écoles étaient vides et les maîtres étaient en chômage. Aujourd'hui, ils se rendent chez des tziganes installés dans le Val d'Oise, en France. Hein? Je vais aller voir ce qu'elle veut. Tiens.
C'est des gens qui sont, entre autres choses, exclus de la culture. Nous allons vers eux avec des livres parce qu'ils n'en ont pas chez eux. Alors, eux-mêmes, ils croient que le livre, ça n'est pas fait pour eux. Le livre en tant que véhicule de la culture, le livre, mais le livre, en fait, ce qu'il contient, très vite, on s'aperçoit que ça les passionne. Ah, ça, c'est une BD, hein, c'est pour les enfants. Ces apôtres de la lecture œuvrent dans le mouvement ATD Quart Monde, créé en 1957 pour lutter contre l'ignorance considérée source de toutes les détresses. C'est une danse difficile mais très belle. Les bibliothécaires de la rue sont partout où il y a des familles pauvres. Leur but, propager la passion pour la lecture. L'hiver venu, Anna eut besoin d'un manteau neuf. Son manteau bleu à bouclettes porté pendant de si nombreuses années était devenu tout râpé et beaucoup trop petit. Des fois, je lis un livre et le soir, je lis le livre. Je lis le livre le soir et après je m'endors et je rêve, ça que je lis. Notre but, c'est d'arriver avec des livres vraiment très beaux, qui soient vraiment comme des tiroirs à surprise, des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui ont eu un sentiment d'échec ou qui ont eu entre les mains des livres qui étaient quelquefois des manuels scolaires qui dans le temps n'étaient pas très attractifs. L'important, c'est d'arriver, de créer un choc, parce que très souvent, le livre, ça a été un rendez-vous manqué. Un petit lapin noir et une petite lapine blanche habitaient une vaste forêt. Tous les matins, ils bondissaient hors du lit et dans la lumière du soleil levant. Ils aimaient passer la journée entière à s'amuser ensemble. Et si on jouait à saute-lapin, proposa la petite blanche. Quelle bonne idée, s'exclama le petit noir. Et hop, d'une Isabelle jambe à Sauer, l'autre, elle, est conteuse professionnelle et psychologue. Elle travaille pour Accès, un autre groupe qui milite en faveur du livre. À Gif-sur-Yvette, dans une PMI, une sorte de CLSC français, elle familiarise les petits-enfants, ceux qui ne savent pas encore lire, au plaisir de toucher, de manipuler les livres. L'objectif, c'est bien de leur donner envie de savoir ce qu'il y a dans les livres. Et on peut leur donner envie qu'en leur racontant des histoires. Parce qu'après, c'est vrai que quand ils seront en âge d'apprendre à lire, eh bien, ils sauront que les lettres qu'on leur montre et les mots qu'on essaye de leur apprendre, c'est pas seulement des mots, mais c'est aussi plein de magie, plein de rêves, plein d'imaginaire. Mimi la souris. Pour vous, le but, c'est pas de leur apprendre à lire. Oh, Vous ne faites pas de la lecture précoce, non? Surtout pas. Alors c'est vraiment notre grand combat, c'est vraiment surtout de ne pas leur apprendre à lire. Le groupe Accès veut mettre à la portée des enfants des livres d'histoire. Une fois par semaine, les conteuses professionnelles se rendent dans les crèches, les haltes garderies et les centres de vaccination. Leurs recherches ont démontré que les histoires lues à haute voix favorisent la relation parent-enfant et développent très tôt l'acquisition du langage chez les enfants. Alors jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup occupé de la santé des enfants, les vaccins, les conseils de diététique, d'alimentation, des conseils généraux pour élever les enfants, d'hygiène ou éducatifs. Alors maintenant, nous on dit il faut mêler les livres à tout ça. Marie Bonafé est psychiatre pour enfants et secrétaire générale du groupe Accès. Selon elle, c'est avant l'âge de 5 ans que le jeune est susceptible d'être le plus stimulé par les livres et les histoires. Tant que l'enfant est encore en train de se sociabiliser et tant qu'il est en train de construire son langage oral. Tous les enfants, à ce moment-là, ont un appétit, un intérêt pour les livres et pour la langue écrite. Le plaisir se perd où et comment? Alors, le plaisir se perd justement quand l'enfant se rend compte que ce n'est pas un intérêt dans son milieu, qu'il y a d'autres qui circulent beaucoup mieux que lui dans ce monde des livres, de la langue écrite. On n'a pas les moyens de vérifier, de suivre une population, mais c'est vrai que quand on revoit quelquefois des mamans qui disent « Oh là là, il veut toujours aller à la bibliothèque », quand on sait que c'est une maman qui n'aurait jamais mis les pieds dans une bibliothèque. C'est les plus beaux cadeaux qu'on puisse avoir. Et ça, c'est vrai que c'est des enfants qui peut-être auraient été en échec scolaire et qui non seulement ont le plaisir, mais sont peut-être des bons élèves. Et ah oui, moi je crois très fort que ça a une influence sur l'écriture, parce que c'est des enfants qui auront envie d'écrire des histoires. Il développe le jeu, l'ouvre, puis demande à son père de lui lire les instructions. Au Québec, plusieurs programmes d'initiation aux livres et à la lecture connaissent un succès considérable. À la commission scolaire du Sault-Saint-Louis, dans l'ouest de l'île de Montréal,
un projet pilote pour prévenir le décrochage scolaire et l'analphabétisme a connu un succès tel l'an dernier qu'il est maintenant offert dans toutes les écoles primaires de la Commission. Comme en France, l'accent est mis sur l'amour de la lecture. Sauf qu'un enfant qui n'aime pas lire, à un moment donné, n'est pas curieux. Et quand on réussit à lui transmettre ce goût de la lecture, il devient plus curieux, plus intéressé. Dès qu'un enfant manifeste des problèmes d'apprentissage ou de lecture, le professeur communique avec les parents pour les informer de l'existence du programme « J'apprends avec mon enfant ». Dans les mois prochains, le panda va encore beaucoup grandir et tenir sa mère très occupée. Si la famille accepte, un bénévole se rend 2 fois par semaine à la maison pour faire une demi-heure de lecture avec l'enfant en difficulté. Le lecteur bénévole n'est pas là pour remplacer les parents dans le rôle de parent. Aider à faire les devoirs, les leçons, c'est le rôle du parent. Et il n'est pas là non plus pour aller montrer à lire à l'enfant, puisque c'est le rôle du professeur. Le lecteur bénévole n'est pas là pour aller remplacer quelqu'un, mais plutôt pour apporter un service supplémentaire et travailler sur l'intérêt et la curiosité de l'enfant. François Lévesque a 9 ans. Il reçoit la visite de la bénévole Pierrette Larin depuis 1 an maintenant. Comme on veut sensibiliser les parents à l'importance de la lecture, l'activité a lieu en présence de la famille. Pour que Pierrette elle raconte bien les histoires? Est-ce que tu lui demandes des fois de te raconter 2 fois la même histoire? Oui. Oui, pourquoi? Il avait vraiment un blocage très particulier. Il n'aimait pas lire et il n'endurait pas même qu'on lui dise « Est-ce que tu veux lire quelque chose? » Il disait « Non, je refuse, je ne veux pas lire. » C'était quoi sa réaction quand vous lui avez parlé de ça la première fois? Je vais-tu avoir des devoirs supplémentaires? Ou elle va-tu me faire lire? Elle vient-tu ici pour me faire lire? Puis là, on l'a rassuré tout de suite en lui disant que non. Elle était là pour lire pour lui, une histoire qu'il voulait se faire lire. Tous les ans, des millions de personnes se déplacent spécialement. J'ai pas appris à aimer l'école. C'est un choix que j'ai pas eu comme l'histoire, c'est une grande histoire. L'histoire est longue. J'ai une famille de 12. S'il faut procéder à tout donner les détails, ça va être un peu long. Mais grosso modo, j'ai pas appris à aimer l'école parce que j'y ai été très peu. François recommence sa 3e année avec un esprit d'ouverture beaucoup plus grand, avec le sentiment que lui aussi, il est capable d'apprendre à lire. Alors que l'année dernière, il subissait un état de fait, il se disait « Bon, je suis pas capable de lire, je ne lirai jamais. » Je pense que ça va aider beaucoup d'enfants dans le besoin, parce qu'on se rend peut-être pas compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont de la difficulté avec la lecture. Puis c'est pas juste de penser peut-être qu'ils seraient analphabètes un jour, mais qu'est-ce qu'ils vivent là présentement? S'ils ont de la difficulté en classe ou à lire, c'est un échec constant pour eux autres. C'est pas heureux. On se nourrit de lecture. Elle est parfois si essentielle qu'elle peut faire la différence entre la vie et la mort, entre la barbarie et la dignité humaine. Pour celui qui purge une longue peine de prison, elle peut être la seule évasion possible, la seule source d'espoir. On prend conscience de son importance lorsqu'on en est privé, lorsqu'on est forcé de renoncer à la lecture. Pour un otage au Liban, elle aura été la nourriture quotidienne, peut-être même la vraie raison de sa survie. Nous sommes en prison, à Laval, à quelques kilomètres de Montréal. Le Centre fédéral de formation est un pénitencier à sécurité réduite. C'est ici que les grosses sentences, comme on dit dans le milieu, viennent finir de purger leur peine. Tiens. Merci, bonne journée. Vie de nuit, drogue, sexe, rock'n'roll, Mario Boucher a été un adepte des plaisirs immédiats. Plaisirs qui l'ont amené à commettre des vols et des fraudes. Rien ne le prédisposait à occuper une bonne partie de la sentence de 10 ans qu'il purge actuellement, plongé dans la lecture. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça se peut. À quoi?
mon temps, quoi, je vais l'occuper. Je ne sais pas enfermer à compter bord ou pendant des jours. Puis, à un moment donné, je me dis, bon, ben, je vais à la bibliothèque au moins me prendre des livres. Puis, tranquillement, une boule de neige s'est faite un peu. Puis là, je pense que je sais pas, peut-être par le choix de lecture que je me suis donné au départ, j'ai commencé à bouffer des bouquins un par derrière l'autre. Puis là, il y en a bien même qui me disaient, on te voit pas, tu sors pas. Je veux même pas sortir. Je vais dans ma cellule du matin au soir tant que je peux. C'était pas de sortir, c'était de tomber dans les livres. Je me disais, c'est la plus belle évasion. Pour moi, c'est mon évasion. Évasion permise. Ah, oui, c'est ça. Ce serait ça. Comme la plupart des détenus, Mario Boucher n'a pas fait d'études très poussées. Habitué des bars lorsqu'il a été incarcéré, il n'avait rien du rat de bibliothèque. Avez-vous des auteurs favoris? Il y a plusieurs. Je m'arrête pas. C'est sûr qu'il y a des classiques. Et des classiques, parfois, je vais en chercher un. Puis là, je pars. À un moment donné, je vais prendre Zola, je vais essayer de passer ce qu'on a ici en rayon. Après ça, un petit peu de Molière, après ça, un petit peu de... Entre 2-3 romans qui viennent de sortir. Faut que tu vives vraiment. Faut que tu transcendes ta solitude. Sans ça, tu te suicides ou bien tu peux pas faire de temps. Tu t'évades, tu te mutiles ou tu te drogues. C'est terrible, la solitude. Surtout en prison. Il y a 11 ans, Guy Chabot était condamné à perpétuité pour meurtre au 2e degré. C'est la découverte en prison de la passion de la lecture qui l'a amené à terminer ses études secondaires, son cégep et 2 certificats universitaires. Citadelle, le testament inachevé de Saint-Exupéry, est devenu le livre de chevet de Guy Chabot. Aussi, ce livre-là, la chose qui est le fun, c'est que à chaque fois que je le lis, ça fait 5 ans que je le lis, à chaque année je le lis, le message que je reçois du livre, il n'est pas pareil, parce que j'évolue. Citadelle est comme une Bible pour Guy Chabot. L'aviateur français Antoine de Saint-Exupéry y enseigne de ne jamais se laisser aller dans la déchéance et de voler toujours plus haut. Avec 2 de ses amis qui partagent sa passion pour cette œuvre, Guy Chabot échange régulièrement une correspondance dans laquelle les 3 comparent leurs notes et leurs réflexions. Il y a environ 226 chapitres, environ de courts chapitres, plus ou moins là. Puis nous autres, on en lit un à chaque jour, le même. Donc, on est 3 personnes qui lisent la même affaire à chaque jour. Donc, qui risquent peut-être d'avoir la même pensée, soit philosophique, soit humaine, en même temps. Ça crée une complicité? Ça crée une complicité, ça crée un lien qui est solide. Pensez-vous que vous allez pouvoir continuer à lire une fois dehors? Ou si la vie trépidante va vous reprendre? Moi, sûrement avoir moins de temps, mais une chose est certaine, moi, toujours lire ce livre-là. Parce que ça va être un livre de chevet. Moi, sûrement mourir la main dessus avec. Mais j'ai jamais eu les moyens à l'extérieur de pouvoir me payer tant de bouquins que ça, puis d'en lire un derrière l'autre, puis de ne pas vouloir arrêter. Je dis, c'est merveilleux, c'est des années sabbatiques que vous m'avez données. C'est sûr que tu es toujours face à toi-même. Je me dis, je suis entre 4 murs, ça murmure un peu, j'ai un toit sur la tête, un plancher au pied, mais je suis enfermé. La seule évasion qui m'est permise ou que c'est la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle. C'est extraordinaire. C'est un auteur que j'ai déjà lu. C'est inévitable. Je vais essayer de... Je vais me cacher chez le libraire dans un coin pour essayer. C'est sûr que c'est inévitable. J'ai des problèmes qui s'ensuivent. Mais on dirait que des fois, on se dit, tant pis. C'est dans son corps que Claire Arsenault est prisonnière, puisqu'elle souffre de sclérose en plaques. Depuis quelques années, sa faculté de lire a dégénéré graduellement, la privant de sa grande passion, la lecture. Moi, j'ai un symptôme qui n'est pas nécessairement celui de tout le monde, qui fait que je ne peux pas suivre l'imprimé. Alors, à un moment donné, je veux dire, je lis que quelques mots, et puis à un moment donné, c'est tout le texte qui s'entremêle. Moi, je commence à avoir des vertiges, et puis bon, ben là, je ne vous donnerai pas tous les détails, mais ça cause, les vertiges causent des problèmes de maux de cœur, et puis tout ça. Alors, c'est ça qui fait que moi, ça fait presque 2 ans que je peux pas lire du tout. C'est qu'est-ce qui tourne autour du livre. C'est justement le libraire, c'est le fait de vous déplacer pour aller voir le libraire, puis lui qui vous dit, bon, ben telle chose s'en vient, attends. Ah oui! À toujours faire donner le... Ça, c'était super. L'attente du livre que vous espérez, vous dites, bon, ça fait 3 ans qu'un tel n'a pas écrit, ma foi, ça devrait arriver. Enfin, des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas, ou vous apprenez que, bon, c'est tout... Moi, le livre comblait ma vie. Moi, j'étais organisée face à cette maladie-là, dans le sens que je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui pourraient m'arriver, mais je savais, bon, que je ferais telle chose à tel moment, ou enfin...
Mais là, ça, je n'avais pas prévu. Claire Arsenault a cessé d'être capable de lire après avoir eu beaucoup de plaisir à la lecture du roman historique Marie Laflamme. Elle tenait absolument à rencontrer son auteur, Christine Brouillette. Il y a eu comme une espèce de chimie entre nous. Tout de suite, on a commencé à se parler. Comme sa maladie évoluait, elle ne pouvait pas lire Nouvelle-France. Donc c'est en plus frustrant parce que c'est une trilogie historique, ça se suit. Elle me dit, dès que je retourne à Montréal, je t'enregistre le 2e tome. Page 21, chapitre 3. Si Christine Brouillette a tenu promesse pour que son amie puisse entendre la lecture du 2e tome de la trilogie, elle a aussi décidé d'enregistrer la première partie pour en faire bénéficier tous les handicapés visuels abonnés à la magnétothèque. Ils seraient toujours ensemble, heureux, près de leur famille. C'est quelque chose de particulier d'écouter un auteur qui est votre ami et puis qui lit pour vous. Enfin, elle fait bénéficier aussi les autres, mais bon, le premier geste a été pour moi. Elle avait conclu que sa petite était réellement éprise de ce vaurien de Simon Perrault. J'ai toujours aimé lire depuis le début. C'est peut-être pour ça que j'étais sensible aussi à la magnétothèque, dans la mesure où je considère que ne pas lire doit être une grande privation, un grand supplice. Quand j'étais gosse, j'adorais lire les bouquins de Jules Verne. J'ai lu tous les bouquins de Jules Verne et à un certain moment, je voulais devenir officier de marine. Et ensuite, je suis devenu journaliste parce que je voulais faire quelque chose qui, justement, me rappelle un peu ces aventures que Jules Verne racontait dans ses livres. Le goût de l'aventure de Roger Hawke sera comblé. Journaliste au Liban pendant 4 ans, au moment des kidnappings et des attentats, Roger Hawke est à son tour enlevé en janvier 87. Et pendant 319 jours de peur et d'incertitude, il connaît l'isolement total dans un petit réduit où ne filtre même pas la lumière du jour. Donc je ne voyais jamais le ciel, la lumière, le monde extérieur. Et en fait, la lecture, les livres étaient mon seul lien avec la liberté, avec le monde extérieur, avec le monde des vivants. Et ça me permettait de garder certaines références. Le fait, par exemple, de lire Rousseau, de lire les Confessions de Rousseau ou bien même le Contrat social de Rousseau, des livres que j'avais lus lorsque j'étais lycéen, ça me permettait de me souvenir des années précédentes. Donc c'était un lien avec les valeurs de la vie de tous les jours, de la vie du monde libre. Lire, c'était sa survie, les souvenirs, la mémoire. Lire, c'était tuer le temps, bien sûr, mais aussi renouer avec les saveurs, les couleurs, la liberté. Tout ce qu'évoquait surtout la lecture et la relecture du livre de Marcel Pagnol, À la gloire de mon père. C'est génial parce que Pagnol, c'est pas seulement de belles histoires, c'est aussi la Provence. Et la Provence, c'est certainement une des plus belles régions de France avec les odeurs, avec la lavande, avec le bruit des grillons, les parfums de la Provence. Et moi, je m'amusais même à lire à haute voix en essayant de prendre l'accent de la Provence avec l'accent un peu qui chante. Ça donne quoi? Ah ben c'était là, alors c'est mon père entra dans les brancards reculant. J'ai besoin de toi, me dit-il, pour serrer la mécanique quand nous descendrons la rue Tivoli. Je regardais loin cette rue qui montait vers le ciel par une pente de toboggan. Mais papa, lui dis-je, elle monte la rue Tivoli. Oui, me dit-il, maintenant elle monte. Mais je suis presque sûr qu'au retour, elle descendra. Alors ça, donc je m'amusais à lire ça. Bon, c'était un peu, c'était un peu puéril, c'était un peu naïf, mais dans les conditions dans lesquelles j'étais, c'était un rayon de soleil. C'était quelque chose de très important. Au fil des jours de sa captivité, ses geôliers lui auront prêté en tout une 50aine de livres. Certains qu'il connaissait déjà, d'autres qu'il découvrait pour la première fois. Tous ces livres, surtout lorsque je ne connaissais pas l'histoire, lorsque j'arrivais au bout du livre, à la fin du livre, donc à la fin de l'histoire, j'avais les larmes aux yeux parce que je savais que arriver à la fin d'un livre, c'était la fin d'une évasion, c'était la fin d'une tranche de liberté. Et lorsque le livre se terminait, c'était des personnages qui me quittaient, c'était des amis qui me quittaient. Et c'était toujours un déchirement, le fait de finir un livre.
On lit pour rêver, ça on le fait toujours, dans la vie de tous les jours, mais on lit aussi dans ce cas-là, on lit pour échapper à l'absurdité et puis à l'insupportable de cette détention. Donc c'est un moyen de s'évader, d'oublier la situation dans laquelle on est. Je crois que la lecture était vraiment un ballon d'oxygène, un souffle de vie. Un livre, pour moi, même avant la captivité, encore aujourd'hui, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de merveilleux.